tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en terminale S ou que tu as envie de faire un exercice de terminale S, qui est bien aussi. Cette vidéo, c'est un vrai faux. Donc c'est l'exercice 3 de France Métropolitaine de juin 2019. Et donc c'est un vrai faux, il y a des affirmations, il faut dire si c'est vrai ou faux. Et il faut justifier, puisque dans l'énoncé, il y a bien marqué « Une réponse non justifiée n'est pas prise en compte ». Et une absence de réponse n'est pas pénalisée. Voilà. Donc, il faut dire si c'est vrai ou faux et il faut bien justifier. Pour ce qui est de l'affirmation 1, on nous dit dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation E, donc E comme équation en général, c'est pour ça qu'on choisit cette lettre-là. On note entre parenthèses les équations, donc ça c'est le nom de l'équation qui suit. L'équation, c'est z au carré moins 2 racine de 3z plus 4 qui est égal à 0. Je me rends compte que je suis dans le cadre du cours sur les résolutions d'équations du second degré à coefficients réels dans l'ensemble des nombres complexes. Donc, phrase compliquée pour dire quoi? Pour dire que j'ai une équation qui est du second degré, puisqu'ici j'ai z carré, z et un terme constant, et que les coefficients associés à z carré, à z et mon terme constant sont bien des nombres réels. Vous voyez, je n'ai pas de i inscrit où que ce soit au niveau des coefficients. Donc ce sont bien des coefficients réels et mon équation est bien du second degré. Je suis donc dans le cadre du cours pour résoudre cette équation en utilisant le discriminant delta. Voilà, donc je suis dans le cadre du cours, je suis capable de résoudre cette équation. Ça tombe bien puisqu'on me dit qu'on note A et B les points d'affixe solution de l'équation. Donc ça veut dire que cette équation visiblement a deux solutions. Une solution Z1, je veux dire que c'est le point qui a pour affixe Z1 est appelé A, et du coup B pour la deuxième solution Z2 que je pourrais très bien trouver en faisant la résolution de l'équation, et à mon avis je vais être amené à le faire. Donc j'ai deux points dans mon plan, A et B, qui correspondent, qui ont pour affixe les solutions de l'équation. L'affirmation, c'est que le triangle OAB est équilatéral. Alors, O, c'est l'origine du repère. Donc, ce qui serait pas mal, c'est de savoir où se situent A et B, afin de vérifier si effectivement OAB est équilatéral. Alors, petit rappel de comment on peut caractériser un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle, par exemple, qui a trois côtés de même longueur. C'est aussi un triangle dont les angles sont tous les trois égaux à 60 degrés, c'est-à-dire du pi sur 3 radians. Dernière caractérisation que je vois, c'est un triangle avec deux côtés de même longueur. Jusque-là, il est isocèle. Et donc, pour que ce soit un triangle équilatéral, il faudrait que mon angle ici soit de pi sur 3 radians, ou du coup de 60 degrés. Donc je peux faire un angle et les deux côtés adjacents à cet angle, ou les trois côtés de même longueur, ou les trois angles de même mesure. Voilà. Donc ma stratégie, ça va être d'abord de calculer Z1, Z2, et puis ensuite de voir si c'est plus simple pour moi de calculer des longueurs de mon triangle, ou si c'est plus simple de calculer des angles, ou de faire un mix des deux. Voilà pour la stratégie. Du coup, je vais résoudre cette équation. Donc, je répète, c'est une équation du second degré à coefficient réel. Donc, je peux appliquer la méthode du cours en calculant le discriminant. Le discriminant, c'est égal à b au carré moins 4ac. Alors, autant que je me dise tout de suite qui est A, qui est B, qui est C. A, B et C, ce sont les coefficients qui se trouvent devant z carré, c'est le A, moins 2 racine de 3, le coefficient qui est devant z, c'est le B, et le terme constant, c'est le C. Donc, si je ne vois pas le coefficient devant z au carré, c'est qu'il est égal à 1, puisqu'en fait, ça fera une fois z au carré, donc il suffit d'écrire z au carré. Donc, 1 pour le A, moins 2 racine de 3 pour le B, et 4 pour le C. Je me retrouve du coup avec b carré, donc moins 2 racine de 3. Alors attention, tout le b est au carré,
le B contient le signe moins, donc je mets des parenthèses autour et je mets au carré, donc le signe moins est bien à l'intérieur de mon carré. Moins 4 fois A qui vaut 1 fois C qui vaut 4. Cela me donne, quand j'ai un carré sur des multiplications, 2 fois racine de 3, il s'applique à chacun des nombres. Alors le moins va disparaître, puisque au carré, ça va me redonner un nombre positif. Je me retrouve donc avec 2 au carré fois racine de 3 au carré, moins 4 fois 1, 4, fois 4, 16. Ce qui me donne 2 au carré, 4, fois racine de 3 au carré, donc c'est racine de 3 fois racine de 3, ça vaut 3, moins les 16 derrière. J'arrive donc à 12, moins 16, c'est-à-dire moins 4. Je tombe donc sur un discriminant qui est négatif, donc delta est strictement négatif. Alors, quand j'étais jusqu'en première et que les équations, j'ai essayé de les résoudre simplement dans l'ensemble des nombres réels, eh bien, quand delta était négatif, je n'avais pas de solution réelle. Mais, maintenant que j'essaie de résoudre cette équation dans l'ensemble des nombres complexes, ça veut dire que j'autorise à ce que z soit un nombre complexe, eh bien, il y a des solutions à l'équation lorsque delta est strictement négatif. Il y en a même deux. Et ces solutions sont conjuguées l'une de l'autre. Donc je peux en calculer une. Si je trouve par exemple qu'il y en a une qui vaut 4 plus 8i, je dis n'importe quoi, eh bien la deuxième, z2, ce sera le conjugué de z1, et donc ce sera le conjugué de 4 plus 8i, ce qui est 4 moins 8i. Donc je vais faire un calcul, et mon deuxième calcul, ce sera simplement de prendre le conjugué du premier résultat. Voilà ma stratégie. Donc, je vais calculer ma première racine. Alors, donc, delta est strictement négatif. Donc, E c'est l'équation, donc j'utilise son nom, c'est beaucoup plus rapide que de tout écrire. Donc, A admet deux solutions complexes. D'accord ? Je sais déjà qu'elles ne sont pas réelles, ces solutions conjuguées. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à les calculer. Je calcule la première. Z1, ça me donne moins B moins I racine de. Alors, il y a plusieurs manières d'écrire les choses. Soit vous écrivez que c'est delta à qui j'ai retiré son signe, c'est-à-dire à qui j'ai mis la valeur absolue. Donc par exemple ici, delta qui est moins 4, si je parle de sa valeur absolue, c'est donc 4. Valeur absolue de moins 4, c'est 4. Mais j'aurais pu écrire, et certains l'écrivent dans leur cours, plutôt que d'écrire valeur absolue de delta, ils écrivent moins delta. Puisqu'en fait, ils savent que le delta est négatif, il contient un signe moins. Donc, pour avoir sa valeur absolue, eh bien, il faut prendre moins le résultat de delta, donc moins 4, ce qui redonne 4. Donc, il y a les deux versions. Soit il y a valeur absolue de delta, soit il y a moins delta. Dans les deux cas, cela donne le même résultat, ça va me donner 4. Alors, sur 2A, voilà, je fais mon calcul. Cela me donne moins B. Donc, moins B, c'est toujours ce B-là. Donc, ça fait moins 2 racine de 3 moins I racine de 4, puisqu'on a dit que la valeur absolue de delta, c'était 4, sur 2 fois A, donc 2 fois 1. Cela vaut moins 2 racine de 3, ça donne donc 2 racine de 3, moins racine de 4, ça vaut 2, donc moins I fois 2, donc moins 2I, le tout divisé par 2. Je vais finir mon calcul. Cela veut dire que
Alors, j'aime pas trop faire ça, j'aurais préféré continuer là-bas, mais je vais terminer comme ça. Cela veut dire qu'il y a 2 racines de 3 sur 2, moins 2 sur 2, fois i. Je peux simplifier, cela me donne racine de 3 moins i. Donc j'ai z1 qui vaut racine de 3 moins i. Ça, c'est ma première solution. Donc ce sera la fixe, par exemple, de mon point A. Maintenant, si je veux la deuxième solution, Z2, je sais que c'est le conjugué de Z1. Donc c'est Z1 bar. Cela vaut, du coup, racine de 3. Donc le conjugué de racine de 3 moins i, c'est racine de 3, plus i. Donc j'ai mes deux solutions. J'ai Z1 qui vaut racine de 3 moins i, et Z2 qui vaut racine de 3 plus i. Voilà pour mes deux solutions. Donc ça veut dire, il y en a une que je vais appeler affixe de A et l'autre que je vais appeler affixe de B. Alors c'est à moi de choisir, ça n'avait pas été précisé dans l'énoncé. Donc je vais dire que celle-là, ça va être plutôt l'affixe de mon point A et celle-là plutôt l'affixe de mon point B. Je vais effacer, je vais me le noter dans un coin pour le conserver. Donc, je me suis fait un petit repère en renotant dans un coin que A, pour moi, ça allait être racine de 3 moins I, et B, racine de 3 plus I. Alors, mon repère n'a pas pour objectif de faire une belle construction à la règle au compas. Ici, je tiens juste à faire un petit croquis pour voir un petit peu si mon triangle, puisqu'on me dit que le triangle est équilatéral, eh bien, j'aimerais bien voir un petit peu comment il est. Alors, du coup, racine de 3 plus i, ce sera le point B. Et racine de 3 moins i, ce sera le point A. Et donc, on me parle du triangle OAB. C'est donc le triangle qui se situe, que je peux tracer comme cela. Hop. Donc, OAB. Voilà. Hop. Donc, j'ai mon triangle OAB. La question, c'est est-ce qu'il est équilatéral? A priori, comme ça, sur un croquis un peu mal fait, comme je viens de le faire, eh bien, il a une bonne tête de triangle équilatéral. À moi de choisir ma stratégie. Donc, la stratégie, il y en a plusieurs. Les plus simples, à mon avis, c'est soit de calculer les trois longueurs OB, BA, AO et de voir si elles sont égales. Soit la deuxième stratégie qui me paraît la plus applicable, ce serait de calculer la longueur OB, OA et éventuellement de calculer la mesure de l'angle formé par le vecteur OA, OB. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux méthodes. Donc, à partir du moment où j'ai calculé les affixes de A et de B, je vais me séparer maintenant, je vais faire deux méthodes, puisque vous auriez pu penser à ces deux choses-là. Première méthode, c'est je vais calculer les trois longueurs, OA, OB, AB. Alors, méthode 1, calculer les longueurs des trois côtés. Si je veux calculer, par exemple, la longueur de OA. OA, alors, pour connaître cette longueur ici, eh bien, il faut que, je pourrais dire que finalement, c'est le module du nombre complexe racine de 3 moins i, puisque finalement, quand je parle d'une distance entre un point et l'origine du repère, en fait, je parle simplement du rayon du cercle sur lequel se trouve le point, cercle de centre O. Donc en fait, le rayon du cercle, c'est aussi ce qu'on appelle le module de l'affixe du point A. Sinon, j'y vais tranquillement. J'ai appris dans mon cours que pour calculer une distance d'un point C à un point D, cela correspond au module de ZD moins ZC. Donc j'applique cette formule, mais au point O et A. Donc cela me donne le module de ZA moins ZO.
Alors ZO, il est facile à trouver puisque c'est l'origine du repère. Cela correspond à la fixe complexe 0. Donc, OA, c'est égal au module finalement de ZA moins 0, c'est-à-dire de ZA. Donc ZA, on a dit que c'était racine de 3 moins I. Donc ça me donne racine de 3 moins I moins 0, donc je ne suis pas obligé d'écrire. Donc je dois calculer le module de ce nombre complexe, racine de 3 moins I. Alors, racine de 3 moins I, le module, c'est donc la racine carrée de la partie réelle de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est donc racine de 3, donc de racine de 3 au carré, plus la partie imaginaire. Alors la partie imaginaire, c'est le coefficient qui accompagne le I, c'est donc moins 1, mis au carré. Le moins est bien à l'intérieur du carré. Cela me donne la racine carrée de racine de 3 au carré, ça fait racine de 3 fois racine de 3, ça me donne 3, plus moins 1 au carré, cela me donne 1. Je tombe donc sur racine de 3 plus 1, c'est-à-dire 4, et racine de 4, c'est 2. J'ai donc que la longueur OA est 2. En ce qui concerne la longueur OB, OB, je peux le faire de deux manières. Soit j'applique la même méthode ici, qui fonctionne à partir du moment où je connais les affixes des deux points, soit je peux utiliser en fait que les affixes de A et de B sont des affixes qui sont conjugués l'une de l'autre. Or, lorsque j'ai deux complexes qui sont conjugués, je sais, il y a une propriété qui me dit que les deux affixes ont le même module. C'est-à-dire que mon point A et mon point B se trouvent à la même distance du centre du repère. Effectivement, quand j'ai deux affixes conjugués, les points qui les représentent sont des points qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Vous voyez, A et B sont bien symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'ils sont à la même distance du point O. Donc, je pourrais m'en sortir comme ça en disant, OA vaut pareil que OB, puisque les affixes de A et de B sont conjugués. Voilà. Donc, on le rédigerait comme ça. Je vous laisse réécouter la phrase que j'ai dite. On écrit ça en toutes lettres et ça marche très bien. Moi, je vais faire la méthode qu'auraient fait les élèves pour qui ils aiment bien appliquer toujours la même méthode, c'est-à-dire une distance, j'applique la différence et je prends le module. Donc, je vais faire cette méthode-là pour ces élèves-là. Donc, OB est égal à module de ZB moins ZO. Ce qui me donne ZB moins 0, puisque l'affixe de ZO vaut 0. C'est la même méthode qu'ici. Ce qui est égal à ZB, je le recopie, c'est racine de 3 plus I moins 0 que je ne recopie pas, en module. Le module d'un nombre complexe est égal à la racine carrée de sa partie réelle, ici racine de 3 au carré, plus sa partie imaginaire, donc le coefficient qui accompagne I, c'est-à-dire 1, au carré. Cela me donne racine carrée de racine de 3 au carré, c'est 3, plus 1 au carré qui vaut 1. Cela me donne racine de 4, c'est-à-dire 2. Je me retrouve avec le fait que la longueur OB est elle aussi égale à 2. Donc là, je suis parti, plutôt pas trop mal parti sur le fait que ce soit un triangle équilatéral. En tout cas, pour l'instant, ce que j'ai prouvé, c'est que c'était un triangle isocèle. Cette longueur vaut 2, celle-là vaut 2. Donc, je sais déjà qu'ici, cette longueur et celle-là sont égales. Il me reste à vérifier, puisque je suis dans la méthode 1, que la distance AB vaut elle aussi 2. Alors là, je me rends compte sur le graphique qu'effectivement, ça devrait le faire, puisque regardez, ici, les points A et B ont exactement la même abscisse. Donc, la longueur que je trouve ici,
Je peux la reporter sur l'axe des ordonnées. C'est la longueur qui m'amènerait d'ici à ici. Et je me rends compte que c'est 2. Voilà, donc je suis vraiment bien parti. Maintenant, pour le démontrer proprement, je vais appliquer la même formule que j'ai appliquée pour OA et pour OB. Je vais donc effacer mes calculs et je vais recommencer pour AB. Je retiens par contre que j'avais trouvé 2 pour OA et 2 pour OB. Donc si je retombe sur 2 pour AB, c'est gagné. Je vais écrire mon calcul ici. Alors, ma distance AB est égale à module de ZB moins ZA, ce qui est égal à le module de ZB, alors, la fixe de B, c'est racine de 3 plus I, moins le module, pardon, il faut que j'arrête de dire module, moins ZA, ZA c'est racine de 3 moins I. Alors attention, là j'ai bien mis des parenthèses, car le moins ici s'applique au résultat de ZA. Donc le moins s'applique au résultat de ZA, à ce qu'il vaut donc à tout racine de 3 moins I. Je dois donc mettre des parenthèses. Cela me donne racine de 3 plus I. Je distribue moins racine de 3 moins I, donc plus I. Cela me donne racine de 3 moins racine de 3, cela s'annule. Et je me retrouve avec I plus I, c'est-à-dire 2i. Là encore, je peux très bien savoir que le module de 2i vaut 2. Effectivement, pour s'en rendre compte, il suffirait de faire un petit graphique. 2i, il se place où? Il se place à cet endroit-là, sur mon graphique. Donc, je suis sur un cercle de rayon 2. Bon, il y a plein de manières de l'expliquer. Si jamais je suis un petit peu laborieux et que du coup, je veux faire mes méthodes, j'applique mes méthodes, ça va fonctionner aussi. C'est donc la racine carrée de la partie réelle de 2i. 2i est un imaginaire pur, sa partie réelle vaut donc 0. Donc je me retrouve avec 0 au carré, plus la partie imaginaire de 2i, c'est-à-dire le coefficient qui accompagne i, donc c'est-à-dire 2, au carré. Cela me donne racine carrée de 4, ce qui vaut 2. La longueur AB vaut donc également 2. J'ai donc trouvé que la longueur qui est là est la même que OB et OA. Je suis donc en présence d'un triangle équilatéral et l'affirmation est vraie. Donc, je conclus OA égale OB égale AB. Donc, le triangle OAB est équilatéral. Et donc, on me demande, il faut qu'explicitement, je dise si l'affirmation était vraie ou fausse. Eh bien, l'affirmation est donc vraie. Voilà pour cette méthode. Pour la deuxième méthode, j'allais donc parler de calculer OA, OB, les longueurs, et de trouver la mesure de mon angle qui se trouve ici. Qui peut s'appeler OA, OB. Pour le nom d'un angle, pensez toujours, c'est comme si j'avais un bras de robot qui était fixé là où je veux trouver mon angle, et j'imagine le bras de robot qui prend une pièce, qui la déplace et qui la pose. Donc, cet angle, ici, il part de OA pour arriver en position OB. Donc, mon angle OA-OB, et je veux que cet angle ait une mesure de pi sur 3, modulo de pi, voilà. Du coup, je me retrouve à calculer OA et OB. Alors, je ne le refais pas. Les calculs ont été faits avant dans la méthode 1, donc je vous encourage à aller voir si jamais vous avez sauté cette partie de la vidéo. Donc, OA vaut 2 et OB vaut également 2. Donc ça, c'est déjà réglé. J'ai calculé les longueurs OA, OB, elles sont égales. Et donc maintenant,
je calcule la mesure de mon angle. Pourquoi j'explique bien cette méthode? C'est une méthode en général qui n'est pas très appréciée des élèves. Le calcul d'angle, on préfère généralement les calculs de longueur. Alors, si je veux calculer la mesure de l'angle OA-OB, eh bien, je sais que autant quand je voulais calculer une longueur, il faut que j'utilise des modules, autant quand je veux calculer un angle, il faut que j'utilise des arguments. Je me retrouve donc avec l'argument de... Alors, quand j'ai un angle formé à partir de deux vecteurs, OA, OB, il faut que je prenne l'argument du quotient de le deuxième vecteur ZB moins ZO, divisé par l'affixe du premier vecteur ZA moins ZO. Et ce que je vais en trouver, ce sera modulo 2π, ce qui est égal à l'argument de ZO, on sait que ça vaut 0, donc ça fait ZB moins 0, c'est-à-dire ZB. ZB, je sais que c'est racine de 3 plus I, donc racine de 3 plus I, divisé par ZA moins ZO, mais ZO vaut 0. Donc en fait, c'est divisé tout simplement par ZA, qui vaut racine de 3 moins I, modulo 2π. Donc il faut que je trouve un argument de ce nombre complexe-là. Pour trouver un argument de ce nombre complexe. Alors là, il y a deux méthodes. C'est bien de connaître les deux parce que des fois, il y en a une qui marche et l'autre non. Donc, ce que je peux faire, c'est isoler ce nombre complexe, trouver par exemple sa forme algébrique et en déduire un argument. Je peux aussi prendre séparément le nombre complexe du numérateur et le nombre complexe du dénominateur parce que je sais que j'ai cette formule. L'argument d'un quotient, c'est l'argument de racine de 3 plus I moins l'argument de racine de 3 moins I, modulo 2π. Donc, il se peut que ce soit plus simple de calculer l'argument de ce nombre complexe, de calculer l'argument de celui-là, et de du coup pouvoir faire la soustraction. Alors je dis l'argument, c'est un argument. Et ensuite de faire la soustraction. Il se peut que ce soit plus facile de faire cela que de faire cela. Un argument directement de ce nombre complexe-là. Parce que des fois, vous savez, quand on recherche un argument, il y a un moment où on utilise des cosinus et des sinus. Et des fois, c'est plus facile de trouver les valeurs du tableau qu'on a apprises par cœur avec une écriture plutôt qu'avec l'autre. Voilà. Donc moi, je vais choisir de calculer racine de 3 plus i sur racine de 3 moins i, de trouver une forme algébrique, puis de chercher un argument. Si je n'y arrive pas, j'emploierai cette méthode-là. Alors, je vais isoler ce nombre complexe-là. Donc j'efface pour avoir un petit peu de place pour faire mon calcul. Donc c'est racine de 3 plus i divisé par racine de 3 moins i. Racine de 3 plus i divisé par racine de 3 moins i. Pour avoir une forme algébrique, ça me permet de retravailler là-dessus. Eh bien, je peux m'apercevoir qu'il y a des i au dénominateur. Il faut donc que je multiplie par le complexe conjugué du dénominateur. Je me retrouve avec racine de 3. Alors, si je multiplie au numérateur, je multiplie aussi au dénominateur. Ça, c'est une technique que vous connaissez bien maintenant. Racine de 3 plus i, d'accord? Puisque ça, c'est le complexe conjugué de celui qui était présent au dénominateur. J'avais racine de 3 moins i. Je dois donc multiplier par racine de 3 plus i. J'ai donc été obligé de faire la même chose au numérateur. Cela me donne, je vais développer, alors ici, soit je me rends compte que c'est racine de 3 plus i fois lui-même
Donc en fait, j'ai une identité remarquable ici, racine de 3 plus i le tout au carré, soit je développe. Encore une fois, je choisis la méthode de ceux qui pourraient avoir le plus de mal, donc je développe tout entièrement. Racine de 3 fois racine de 3, 3. Racine de 3 fois i, racine de 3, i, plus i racine de 3, plus i fois i, donc i au carré. Le tout sur, lorsque j'ai un nombre complexe multiplié par son conjugué, pareil, je peux développer. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie réelle de l'un des deux nombres ici, puisque de toute façon, ils sont conjugués. Donc, je peux le faire sur l'un ou sur l'autre. Je vais prendre la partie réelle, donc je vais le faire par exemple sur celui-là, racine de 3, que je mets au carré, et à qui j'ajoute la partie imaginaire, donc moins 1, puisque c'est le nombre qui accompagne le i, que je mets au carré. J'aurais pu le faire en considérant ce nombre-là, puisque partie réelle, racine de 3, c'est la même chose. Partie imaginaire, c'est 1, c'est pas moins 1, mais c'est 1. Mais comme de toute façon on est au carré, cela me donnerait le même résultat. J'arrive donc à 3. 3, c'est celui qui était là. Racine de 3i plus i racine de 3, bah ça, ces deux nombres, ce sont les mêmes. Donc en fait, je l'ai deux fois. Donc plus 2 racine de 3i, et i au carré vaut moins 1. Sur racine de 3 au carré qui fait 3, plus 1 au carré qui donne 1. Je me retrouve avec 3 moins 1, donc 2, plus 2 racine de 3 fois i, le tout divisé par 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Si je veux la forme algébrique, je ne veux plus de quotient. Je vais redécouper ma fraction en deux. Je me retrouve avec 2 quarts plus 2 racines de 3 sur 4 i. En fait, j'ai découpé d'abord comme ça. Hein. Et 2 racines de 3 fois i, je peux mettre mon i à côté pour voir une forme algébrique. Cela me donne 2 divisé par 4, ça vaut 1 demi, plus 2 divisé par 4, donc pareil, 1 demi. Donc ça me donne racine de 3 sur 2 fois i. J'ai donc la forme algébrique de mon nombre complexe ici, de racine de 3 plus i sur racine de 3 moins i. Avec cette forme algébrique, je vais pouvoir trouver un argument. Avant de trouver un argument de ce nombre complexe, il faut d'abord que je cherche son module, puisque la méthode pour trouver un argument, c'est d'abord de trouver le module. Alors, pareil, je fais le naïf, c'est-à-dire je fais celui qui n'a pas repéré que le module d'un nombre qui a une forme algébrique comme ça vaut 1. Effectivement, là, je repère des valeurs de mon tableau que j'ai à connaître par cœur. 1 demi et racine de 3 sur 2. Ça signifie ici que mon module va être égal à 1. Bref, je fais comme si je n'avais pas remarqué et je vais donc calculer le module de 1 demi plus racine de 3 sur 2 i. C'est égal à, alors je vais effacer, hein, donc mon but c'est d'arriver à ce que cet angle ici soit égal à pi sur 3. Hop, donc c'est la racine carrée de la partie réelle 1 demi mise au carré plus la partie imaginaire racine de 3 sur 2 mise au carré. Ce qui me donne la racine carrée de, alors 1 demi au carré, je peux le voir de deux manières. Soit le carré s'applique au numérateur et au dénominateur, c'est le cas dans un quotient. Soit je le vois comme 1 demi fois lui-même, donc 1 demi fois 1 demi. Au numérateur, ça ferait 1 fois 1, et au dénominateur, ça ferait 2 fois 2. D'accord? 1 demi fois 1 demi. Donc 1 fois 1 et 2 fois 2. Ou sinon, je le vois comme
1 demi au carré vaut 1 au carré sur 2 au carré. C'est exactement la même chose. Dans les deux cas, ça donne un quart. Plus racine de 3 sur 2, donc c'est pareil, racine de 3 sur 2, si je le mets au carré, je peux le voir comme étant racine de 3 au carré sur 2 au carré. Racine de 3 au carré vaut 3, 2 au carré vaut 4. Je me retrouve donc avec la racine carrée de 1 quart plus 3 quarts, c'est-à-dire la racine carrée de 4 quarts. Et 4 quarts, ça vaut 1. Donc racine de 1, ça vaut 1. J'ai donc bien que le module de 1 demi plus racine de 3 sur 2, i, vaut 1. Donc j'ai mon module. Je vais donc pouvoir calculer un argument de mon nombre complexe. Pour calculer un argument, je passe au cosinus et au sinus. J'appelle θ un argument et je dis que cosinus de θ doit valoir partie réelle divisé par le module. Donc 1 demi divisé par 1. 1 demi divisé par 1, comme n'importe quel nombre divisé par 1, ça me redonne le nombre. Donc je peux directement remplacer 1 demi divisé par 1 par 1 demi. Ici, j'ai sinus de θ qui vaut b, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, divisé par le module, c'est-à-dire par 1. Un nombre divisé par 1, en fait, ça me redonne le nombre, donc racine de 3 sur 2. Voilà, donc je dois trouver un angle θ qui vérifie que le cosinus vaut 1 demi et le sinus vaut racine de 3 sur 2. Bien évidemment, si, dès lors que vous avez écrit cette forme-là, vous aviez reconnu le cosinus d'un angle et le sinus d'un angle, vous pouviez directement en déduire l'angle. Encore une fois, j'ai fait la méthode pour si je ne vois rien. Si je ne vois rien, j'applique la méthode de base. Donc ici, je vais pouvoir trouver cosinus θ qui vaut 1 demi, sinus θ qui vaut racine de 3 sur 2. Je vais pouvoir trouver θ. Pour ce faire, je trace un petit cercle trigonométrique sur mon brouillon et je vais réfléchir à qui est l'angle qui convient. Alors, je veux un cosinus égal à 1 demi. Combien il y a de points sur mon cercle qui représentent des angles avec un cosinus égaux à 1 demi? Je me place sur l'axe des abscisses, puisque c'est là que je lis un cosinus, et je me place en 1 demi. Je remonte, j'ai un premier point là, un deuxième point ici. Au passage, j'ai reconnu que ça, c'était mon angle de pi sur 3 qui était représenté ici. Et donc en dessous, un angle de moins pi sur 3. Donc j'ai deux candidats qui ont un cosinus égal à 1 demi. Il y a cet angle qui est représenté par ce point et cet angle qui est représenté par ce point. Maintenant, je veux un sinus qui vaut racine de 3 sur 2. Alors en fait, qu'il soit égal à racine de 3 sur 2, je m'en moque un petit peu. Ce qui est important, c'est que du coup, il doit être positif. Donc j'avais le choix entre ce point-là et ce point-là. Celui qui me donne un sinus positif égal à racine de 3 sur 2, c'est lui. C'est celui qui se trouve ici, puisqu'en bas, le sinus se lisant sur l'axe des ordonnées, le sinus serait négatif. Or, moi, il est positif. Donc, je sais que finalement, ça n'est pas cette valeur-là qui m'intéresse, c'est celle qui est sur le haut du cercle, c'est-à-dire pi sur 3. Donc, cela me dit que θ vaut pi sur 3 modulo 2pi. J'ai donc un argument de ce nombre complexe-là, c'est-à-dire de celui-là. L'argument vaut pi sur 3. J'ai donc trouvé, puisque l'argument de ce nombre, c'était en fait mon angle, j'ai donc trouvé que OA, OB était égal à pi sur 3 modulo 2pi, ce qui veut dire que
ici, je vais avoir l'angle avec la valeur que je voulais. OA et OB sont égaux. Et j'ai un angle qui vaut pi sur 3, qui forme l'angle formé par ces deux côtés. J'ai donc mon triangle qui est équilatéral. Donc, OAB est équilatéral. Donc, la proposition est vraie. Alors, au passage, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, je ne sais pas tout à fait si je vais m'en sortir en calculant directement ce nombre-là. Eh bien là, je m'en suis sorti. Donc, pas besoin d'imaginer d'autres méthodes. Voilà pour cette affirmation 1. Donc, au passage, pour cette affirmation 1, vous avez vu que la méthode 2 qui consiste à calculer l'angle est quand même beaucoup plus longue que de simplement calculer une fois qu'on avait déjà calculé OA et OB. Il nous restait plus qu'à calculer AB. C'était quand même plus court que de faire le calcul de la mesure d'une mesure de l'angle OA-OB. Mais en même temps, ça nous a fait réviser un peu les formes exponentielles, etc. Donc, c'est pas plus mal. Alors, pour ce qui est de l'affirmation 2, la question 2, on nous donne un nombre complexe U qui s'écrit racine de 3 plus I, donc c'est sa forme algébrique. Et on note U bar son conjugué. Donc, U bar, le conjugué, c'est le nombre complexe qui possède la même partie réelle, donc racine de 3, mais qui possède une partie imaginaire opposée. Donc là, la partie imaginaire vaut 1, puisque la partie imaginaire, c'est le nombre c'est le coefficient devant I. Donc, ça vaut 1, puisqu'on ne le voit pas. Et donc, cela me donne moins, puisque je dois prendre l'opposé, I. Donc, conjugué de U, c'est racine de 3 moins I. Et on me dit que si je calcule, donc c'est une affirmation, il faut que je dise si elle est vraie ou fausse, si je fais le calcul de U puissance 2019 plus U bar puissance 2019, eh bien, c'est censé me donner 2 puissance 2019. La difficulté dans cette question, c'est bien évidemment les puissances qui sont très élevées. Alors, première réaction, c'est je me dis, voilà, réaction un peu naïve, je vais calculer ce truc-là. Donc, ça me donne racine de 3 plus I puissance 2019 plus racine de 3 moins I puissance 2019. Voilà, je me dis, bon, voilà, je vais calculer ça. Le souci, c'est que ici, il ne faut pas penser que ça revient à dire racine de 3 puissance 2019 plus I puissance 2019. Ça, c'est interdit. Quand on a des puissances sur des sommes ou des soustractions, ici, il y a des identités, d'ailleurs, des identités remarquables. Alors vous connaissez celle où l'exposant est un 2, mais en réalité, il en existe autant qu'il y a d'entiers naturels, donc une infinité d'identités remarquables. Et donc, ici, il y aurait plein de termes, donc c'est impossible, dans le jour du bac, c'est impossible de développer cette écriture-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait exprès de vous mettre un nombre très grand. Donc, il est impensable de développer avec des nombres ici écrits sous cette forme. Pourquoi? Parce que addition et soustraction réagissent assez mal aux puissances. Donc, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est que ce qui réagit bien aux puissances, c'est plutôt les multiplications et les divisions. Donc, racine de 3 plus I, ça m'arrangerait bien si je le trouvais sous une forme de multiplication. Et c'est là que me vient l'idée de la forme exponentielle. Et oui, une forme exponentielle, c'est une forme qui s'écrit R exponentielle Iθ avec, du coup, R qui est un réel positif. Eh bien, si j'ai une forme exponentielle plutôt qu'une somme, ici, j'ai donc une multiplication. Et donc, à une puissance 2019, eh bien, la multiplication, elle réagit bien. Elle, c'est pas une identité remarquable ou je ne sais quoi, c'est R qui va être à la puissance 2019 et exponentielle Iθ qui va être aussi à la puissance 2019. Donc, vous voyez, finalement, ça me simplifie le travail. Parce que j'ai une multiplication. Donc moi, mon idée, ça va être de transformer racine de 3 plus I en sa forme exponentielle. Pareil pour racine de 3 moins I. Et comme ça, je pourrais écrire plus facilement ce que valent mes puissances. Ça, c'est mon idée.
Alors, là, je vais faire en 2 vitesses. Je vais essayer de trouver une forme exponentielle, ici ma forme exponentielle pour racine de 3 plus i. Alors, je vais le faire de 2 méthodes. Je le fais rapidement pour les plus à l'aise. Donc, racine de 3 plus i. Je peux remarquer ici que, en factorisant par un nombre bien choisi, j'obtiendrai des valeurs de mon tableau des valeurs remarquables de cosinus et de sinus. Et oui, racine de 3, il est accompagné d'un divisé par 2 dans mon tableau sur les cosinus et les sinus. Donc, ici, je vais forcer la factorisation par 2. Ça me donne 2 fois racine de 3 devient racine de 3 divisé par 2. Effectivement, si je redéveloppe, ça me fait 2 fois racine de 3 divisé par 2. Donc, 2 fois racine de 3 que je redivise par 2, ça me donne racine de 3. Plus, et i, eh bien, je vais avoir 1 demi de i, puisque 2 fois 1 demi, ça me redonne 1. Donc, 2 fois 1 demi de i, je retombe sur i. D'avoir factorisé par 2, eh bien, finalement, je retombe sur racine de 3 sur 2, qui est le cosinus de quel angle? Eh bien, racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Plus i, et 1 demi, il se trouve que c'est le sinus de pi sur 6 également. Voilà. Et je sais que cosinus θ plus i sinus θ, je peux le noter exponentielle iθ. Donc, je peux très bien dire que ça me donne 2 exponentielle de i pi sur 6. Voilà comment je peux faire pour être un petit peu rapide. Et ça, je le trouve parce que racine de 3, j'ai reconnu que c'était une valeur qui était proche de celle de mon tableau, c'est-à-dire je sais que moi, j'aime bien avoir racine de 3 sur 2. Je peux faire pareil pour celui-là, pour u bar, donc ça c'était racine de 3 plus i. Je pourrais faire pareil pour celui-là. Alors ceux qui comprennent pas trop ça, qui se disent c'est trop dur pour moi, je vais faire une autre méthode juste après. Donc, pas de panique, la méthode d'après, c'est la méthode classique. Ensuite, donc je fais avec racine de 3 moins i pour le deuxième. Je vais dire que je force, pareil, je vois du racine de 3, j'aimerais bien avoir du racine de 3 sur 2. Donc, je force ma factorisation par 2. Moins 1 demi de i, comme ça 2 fois moins 1 demi de i, ça me redonne bien moins i. Racine de 3 sur 2, je reconnais le cosinus de pi sur 6. Et là, je vois moins 1 demi. Alors, moins 1 demi, c'est pas le sinus de pi sur 6. C'est le sinus de moins pi sur 6. Donc, en fait, je me dis, c'était pas le cosinus de pi sur 6, ou plutôt ça l'était, mais c'est aussi le cosinus de moins pi sur 6, puisque le cosinus d'un angle et le cosinus de moins l'angle sont égaux. Donc, plus i sinus de moins pi sur 6. Autre manière de voir, si ça vous a paru un petit peu obscur, je peux faire de la manière suivante. Cosinus de pi sur 6. 1 demi, moins 1 demi, c'est moins 1 demi, donc 1 demi qui était sinus de pi sur 6, fois i. Et je sais que la fonction sinus étant impaire, moins sinus de pi sur 6, ça fait le sinus de moins pi sur 6. Et la fonction cosinus étant paire, cosinus de pi sur 6, c'est cosinus de moins pi sur 6 aussi. Donc ça me donne 2 fois cosinus de moins pi sur 6, moins, ou plutôt plus, sinus de moins pi sur 6, fois i. Cela me donne 2 fois l'exponentielle de moins i pi sur 6. Voilà. Donc, je vais effacer ça et je vais tout refaire avec une méthode classique pour ceux qui préfèrent qu'on fasse la méthode classique. Mais sachez que c'est bienvenu de savoir faire ça pour ceux qui sont plus à l'aise. Alors, je vais donc chercher ici ma forme exponentielle pour racine de 3 plus i et après j'en déduirai celle de u bar. D'ailleurs, dans la méthode d'avant, une fois que j'avais trouvé la forme exponentielle de u, j'aurais très bien pu déduire tout de suite celle de u bar, puisque c'était le conjugué. Mais j'ai voulu vous refaire travailler sur la factorisation par 2. Alors du coup, ça me donne le module de racine de 3 plus i, c'est-à-dire le module de u. Ça vaut la racine carrée de partie réelle racine de 3 au carré
plus partie imaginaire, coefficient qui accompagne le i, donc 1 au carré. Cela me donne la racine carrée de racine de 3 au carré se fait racine de 3 fois racine de 3, ce qui me donne 3, plus 1 au carré, ce qui me donne 1. C'est donc la racine carrée de 4 qui vaut 2. Vous voyez, on retrouve le 2 de cette manière-là, le fameux 2 de tout à l'heure, de la factorisation. Donc, module de racine de 3 plus i qui vaut 2. Maintenant que j'ai le module, je peux en déduire un argument. Cosinus de θ, donc θ, je veux dire que c'est une mesure de mon angle. Cosinus de θ, eh bien, doit valoir partie réelle, donc racine de 3 sur le module. Donc, racine de 3 sur 2. Et le sinus de θ doit valoir partie imaginaire, donc coefficient qui accompagne i, c'est 1, sur le module qui vaut 2. Donc, je dois prendre un angle θ qui réunit ces deux conditions. Petit cercle trigonométrique, mal fait, mais bon, il aura quand même son utilité. Je veux un cosinus égal à racine de 3 sur 2 et un sinus égal à 1/2. Alors, ce que j'aime bien, c'est les 1/2. 1/2, je sais que ça correspond à pi sur 6. Donc ici, le sinus qui vaut 1/2, il y a pi sur 6 ici. Et là, du coup, par symétrie, il y a pi moins pi sur 6. Ce qui fait que 5 pi sur 6. Pi, c'est 6 pi sur 6. Donc, si je retire à 6 pi sur 6, 1 pi sur 6, j'ai donc 5 pi sur 6. Donc, ma deuxième ligne, elle me dit, soit je suis congru à pi sur 6 modulo de pi, soit à 5 pi sur 6 modulo de pi. Mais ma première ligne me dit, moi, je suis un cosinus positif. Les cosinus positifs se lisent de ce côté de l'axe. J'ai donc qu'une seule possibilité, c'est celui-là. Donc, cela correspond à un point du cercle qui représente l'angle pi sur 6. Donc, c'est équivalent à dire que θ vaut en fait pi sur 6 modulo de pi. J'ai donc la forme exponentielle de u. Je peux conclure que u est égal à u est égal à le module de exponentielle iθ, donc exponentielle i pi sur 6. Voilà, je retrouve le résultat de tout à l'heure quand j'avais forcé la factorisation. Donc, si j'ai u qui vaut 2 exponentielle de i pi sur 6, alors je pourrais refaire pareil avec u bar, mais alors là, ça va commencer à vraiment me prendre beaucoup de temps. Ou sinon, je peux le déduire directement de u parce que u et u bar sont des conjugués. Or, des conjugués sur un graphique, ça se situe ici, c'est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ce qui veut dire que la distance qui les sépare ici du centre du repère est conservée quand je prends le symétrique. Donc, le module de u vaut le module de son conjugué. Donc, je peux en déduire que u bar garde le module égal à 2 et que par contre, si l'angle ici c'était pi sur 6 pour le premier, eh bien pour l'autre, par symétrie, c'est moins pi sur 6. Donc, les arguments sont opposés, donc j'ai exponentielle de moins i pi sur 6. Donc, j'ai u et u bar. Retenez la méthode. Lorsque j'ai un nombre complexe exprimé sous forme exponentielle et que je veux la forme exponentielle de son conjugué, le module est conservé, mais les arguments sont opposés. Je vais me noter ces deux petits résultats dans un coin et je vais essayer de reprendre mon calcul. Alors, je vais écrire mon calcul pour voir si cela me donne le bon résultat. Donc, je me retrouve avec 2
2 exponentielle i pi sur 6 puissance 2019 plus u bar, donc 2 exponentielle moins i pi sur 6 puissance 2019. Qu'est-ce que cela me donne? Alors, bon, je peux effacer, hein, ça, j'ai juste recopié. Maintenant, je fais mon calcul. Donc, l'avantage d'avoir fabriqué des multiplications ici, c'est que maintenant, je sais que les puissances réagissent bien. Donc, ça me fait 2 puissance 2019 fois exponentielle de i pi sur 6 puissance 2019 plus 2 puissance 2019 fois exponentielle moins i pi sur 6 puissance 2019. Ce qui me donne, alors je vais faire mes calculs tranquillement, 2 puissance 2019, je ne vais pas tout factoriser d'un coup, fois une exponentielle avec un exposant, le tout à la puissance 2019, je dois multiplier mes exposants. Donc ça me donne exponentielle i pi sur 6 fois 2019 plus 2 puissance 2019 fois exponentielle moins i pi sur 6 fois 2019. Bon, 2019, je vais essayer de le diviser par 6 pour voir si je peux simplifier un peu mon exposant ici. Qu'est-ce que ça me donne? 2 puissance 2019 fois exponentielle i. Alors, 2019, pour savoir si c'est divisible par 6, alors déjà, ça ne va pas l'être, puisque si c'est un nombre pair, et 2019, ça n'est pas le cas. Mais par contre, je vais pouvoir simplifier par 3. 6, c'est 2 fois 3. Et 2019, c'est bien divisible par 3, parce que si j'additionne les chiffres qui le composent, ça fait 2 plus 1, 3. 3 plus 9, 12. C'est divisible par 3. Alors, du coup, je fais ma petite fraction. 2019, ma petite division. 2019 divisé par 3, ça me donne 673. Donc, ça fait 673 pi. Mais du coup, comme j'ai divisé que par 3, il me reste le 2 au dénominateur. Plus 2 puissance 2019 fois exponentielle moins, alors là c'est la même chose, c'est le même calcul, hein, donc ça va me donner le même résultat, 673 pi sur 2. Je me rends compte maintenant que ici, j'ai donc une somme, une addition, et que j'ai un facteur commun qui est 2 puissance 2019 ici et là. Je vais donc pouvoir factoriser par ce facteur commun. Cela me donne 2 puissance 2019. Au passage, ça me plaît bien, puisque là, dans mon résultat voulu, j'ai ça. Facteur de exponentielle i 673 pi sur 2, qui est cette exponentielle, plus exponentielle, celle-là, de moins i 673 pi sur 2. Et je me retrouve avec ça. La question, c'est que pour que ça donne 2 puissance 2019, il faudrait qu'en additionnant ces deux nombres ici, eh bien, cela me donne 1. Car si ici, en additionnant ces deux nombres, je trouve 1, ça me fera 2 puissance 2019 fois 1. Donc la question, c'est est-ce que ce nombre-là vaut 1? Alors, pour le savoir, eh bien, je peux tout simplement écrire ce que cela vaut. Alors, je me retrouve avec 2 puissance 2019 fois exponentielle i θ, ça vaut cosinus de l'angle, 673 pi sur 2,
plus I sinus de l'angle, 673 pi sur 2, plus, ce plus, c'est celui-là, hein, puisque là, j'ai détaillé l'exponentielle qui était là, et désormais, je vais détailler l'exponentielle qui est derrière. Je vais donc décaler un petit peu mon tableau pour qu'on y voit quelque chose. Donc, plus cosinus de moins 673 pi sur 2, plus I sinus de moins 673 pi sur 2. Et donc, j'ai mes parenthèses qui se ferment. Donc là, j'ai détaillé cette exponentielle-là. C'est donc égal à, je me décale un petit peu pour avoir plus de place, 2 puissance 2019 fois. Alors, je vais me rappeler les petites propriétés sur les cosinus et sur les sinus. Je sais que pour tout nombre réel, cosinus de x, ça vaut aussi cosinus de moins x. Un angle et son opposé ont même cosinus. Je sais que pour les sinus, ça ne fonctionne pas de la même manière. Je sais que le sinus de l'opposé d'un angle, c'est l'opposé du sinus de l'angle. Ok? Donc, en fait, le cosinus de 673 pi sur 2 ou le cosinus de moins 673 pi sur 2, c'est la même chose. Donc, ça, donc je vais le réécrire, cosinus de 673 pi sur 2 ici. Là, je vais avoir, donc là, je vais recopier ce truc-là, mais ici, je vais avoir, je peux le remplacer par la même chose qu'ici, cosinus de 673 pi sur 2, puisque je sais que le cosinus de moins un angle vaut le cosinus de l'angle. Ici, en revanche, sinus de moins un angle, ça vaut moins le sinus de l'angle où il n'y a plus le signe moins. Donc ici, le plus I sinus de moins 673 pi sur 2, je le transforme en moins I sinus, et à l'intérieur, je remets l'angle positif, donc 673 pi sur 2. Je ferme mes parenthèses. Lui, je le recopie tel quel. 673 pi sur 2. Je vais arriver à la fin de mon calcul, rassurez-vous. J'ai donc 2 puissance 2019 hop. Et donc, ça me donne quoi? Bah, ça me donne le cosinus de 673 pi sur 2, je l'ai 2 fois. Donc, 2 fois le cosinus de 673 pi sur 2. Et ici, j'ai I sinus de mon angle et moins I sinus du même angle. Donc, cela s'annule. Hop, hop. Donc, finalement, ça me donne uniquement ça. La question, c'est, est-ce que, c'est toujours la même, hein, je voulais savoir si ça voulait 1. Donc, je veux, si ça valait 1, pas si ça voulait 1. Et donc, je veux savoir si cette chose-là vaut 1. Je m'intéresse donc à cet angle, 673 pi sur 2. Et donc, dit comme ça, il ne me parle pas trop. Donc, je vais essayer de voir où est-ce qu'il se situe sur un cercle trigo. Donc, quelle serait sa mesure principale, c'est-à-dire celle qui me permettrait de trouver le plus facilement ce qu'il vaut. Plutôt son représentant sur le cercle. Alors, 673 pi sur 2. Donc, pi, c'est l'angle qui m'amène d'ici à là. Donc, pi sur 2, c'est ça. Donc, dans un tour de cercle, il y a 4 fois pi sur 2. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, pour être un petit peu plus malin, je vais essayer, pour savoir là où je m'arrête en tournant,
Bien, je vais compter combien de fois il y a 4 dans 673. Donc 673, si je le divise par 4, ça me dit 168,25. Ça veut dire qu'il y a 168 fois 4 dans 673, mais qu'après, il me reste 0,25 de 4. Alors, si j'y vais plus tranquillement, ça veut dire que 673 pi, ça vaut en fait, alors j'ai dit qu'il y avait 168 fois 4, donc ça fait combien 168 fois 4? Ça fait 672. Donc il y a 672 qui est en fait un multiple de 4. Donc il y a 4 fois 168, mais je sais dans ma tête que ça fait 672. Donc pi, plus il manque un pi pour faire 673 pi. Donc 4 pi, c'est-à-dire des tours complets, on en a 168. Donc on fait plein de tours complets, plein de tours complets, plein de tours complets, pour finalement à la fin rajouter simplement pi. Donc ça veut dire que je me retrouve, alors attention, ici c'était des tours complets parce que c'était des pi sur 2. Je reviens sur ce que j'ai dit, donc je veux 673 pi sur 2. Ce qui veut dire qu'ici ça fait 4 fois 168 pi sur 2 plus pi sur 2. Donc, 4 pi sur 2, ça me donne 1, 2, 3, 4. Ça fait un tour. Donc, 4 fois pi sur 2, c'est un tour. Donc, effectivement, je veux 168 tours. Et à la fin, je terminerai juste en rajoutant un dernier pi sur 2. Donc, finalement, le point qui représente sur le cercle l'angle de mesure 673 pi sur 2, il est ici. Ça veut dire que sa mesure principale, c'est pi sur 2. Donc, en fait, ça vaut 2 fois le cosinus de pi sur 2. Donc, je me retrouve avec 2 puissance 2019 fois 2 fois le cosinus de pi sur 2. Or, le cosinus de pi sur 2, qu'est-ce que ça vaut? Ben, le cosinus de pi sur 2, c'est l'abscisse du point sur le cercle ici, c'est 0. Donc, ce cosinus vaut 0. Je me retrouve donc avec 2 puissance 2019 fois 2 fois 0. Donc, ça vaut 0. Du coup, ça ne vaut pas 2 puissance 2019. Donc, la réponse à la question ici, c'est que cette égalité qui est là-haut, hop, je vais m'en sortir, cette égalité qui est là-haut est fausse. L'affirmation est donc fausse. Je remets le tableau pour qu'on y voit quelque chose. La fin des calculs, donc affirmation fausse. Alors l'affirmation 3, donc on quitte les complexes. On arrive sur l'analyse de fonctions. Donc ici, on a pour tout n appartenant à n étoile, donc n est un entier naturel plus différent de 0, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Eh bien, on définit une fonction fn. Cette fonction fn, eh bien, elle est définie sur un intervalle, 0 plus l'infini, par cette expression. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous n'avons pas affaire à une seule fonction, on a affaire à plusieurs fonctions, puisqu'à chaque fois que je remplace n par une valeur, cela me donne une nouvelle expression, puisque le n ici va changer, ce qui veut dire que j'ai devant moi une nouvelle fonction. Et donc, par exemple, si je la représente sur un graphique, j'aurai une nouvelle courbe également. Donc, à chaque fois que j'attribue une valeur pour l'entier naturel n, j'obtiens une nouvelle fonction. L'affirmation, c'est que quel que soit cet entier naturel n que je pourrais choisir ici, eh bien la fonction que je vais obtenir admet un maximum tout le temps. Donc, qui dit maximum dit tableau de variation. C'est-à-dire que, en général, je mets en évidence un maximum dans un tableau de variation quand, par exemple, j'ai une fonction qui est croissante puis décroissante et que je trouve qu'effectivement, du coup, il y a un maximum pour ma fonction. Donc, je vais m'orienter plutôt vers ça, vers l'étude des variations
des fonctions qui s'écrivent comme ça. Donc, je vais prendre un n appartenant à grand N étoile, soit n appartenant à grand N étoile. Donc, je prends une des fonctions, fn, et je vais regarder un petit peu, je vais chercher à l'étudier, à faire son tableau de variation. Alors, le n, volontairement, je ne choisis pas égal à 1, ou 2, ou 3, ou 4, parce que sinon je rentre dans un cas particulier. Je garde n pour que, en fait, ça fonctionne pour tous les n des entiers naturels non nuls. Donc, je veux étudier les variations de cette fonction. Il va donc falloir que je la dérive et que je trouve le signe de sa dérivée. Donc, lorsque je dérive une fonction, alors déjà, il ne faut pas vous embrouiller avec les n et les x. La variable, elle est inscrite ici, entre les parenthèses. Donc, quand je dérive par rapport à x, tout ce qui n'est pas du x, sous-entendu les nombres et les n, je les considère comme étant des nombres de d'habitude, c'est-à-dire que nx, je vais le dériver de la même manière que si devant moi j'avais 5x ou 2x ou 8x. C'est-à-dire que dérivé de 5x c'est 5, 2x c'est 2, 8x c'est 8, et bien nx ce sera par exemple n. Voilà. Donc, pour me repérer, je regarde ce qu'il y a dans la parenthèse et c'est par rapport à ce qu'il y a dans la parenthèse que je dérive. Donc, tout ce qui n'est pas la lettre qui est dans la parenthèse, je la considère comme des nombres. Du coup, pour dériver une fonction, je repère l'opération principale à l'intérieur de mon expression. Ici, c'est une multiplication. Quand devant moi, j'ai un produit, multiplication, un produit, je repère dans chacun des deux facteurs s'il y a la présence de la variable x. Oui, il y en a dans le facteur de gauche et dans le facteur de droite. Donc, je vais dériver avec u fois v, je n'ai pas le choix. Donc, je vais définir qui est u, qui est v. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Alors, je peux dériver cette fonction parce que c'est un produit de deux fonctions qui sont dérivables. Fonction affine ici, fonction exponentielle ici. Donc, du coup, plutôt composition d'une fonction exponentielle avec une fonction affine. Donc, je vais dériver. Pour cela, je vais définir u de x qui va être égal à x et v de x qui va être égal à exponentielle de moins nx plus 1. Je vais du coup calculer la dérivée de u. Dérivée de x, ça donne 1, et de v de x. Pour dériver une exponentielle, je recopie l'exponentielle telle qu'elle, sans rien changer. Mais devant, je vais multiplier par la dérivée de l'exposant. Donc, dérivée de moins nx plus 1. L'opération principale dans moins nx plus 1, c'est le plus. Pour dériver une addition, je dérive ce qu'il y a à gauche, je dérive ce qu'il y a à droite, et je réadditionne les dérivés. Alors, dérivée de moins nx. Donc, on se rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Si j'avais eu moins 5x, la dérivée, ça aurait été moins 5. Et bien, moins nx, la dérivée, c'est moins n. Donc, je me retrouve avec moins n, dérivée de cette partie-là, plus 0. Donc, moins n. Donc, la dérivée de exponentielle moins nx plus 1, c'est moins n exponentielle de moins nx plus 1. À partir de là, je peux donc calculer fn' de x, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, j'applique ma formule, u'v, donc 1 fois l'exponentielle, donc moins nx plus 1, plus u, v', moins n exponentielle de moins nx plus 1. Cela me donne exponentielle de moins nx plus 1. Donc, x fois moins n exponentielle, etc. Des fois, ça vous embête. De toute façon, tout ce qui est lettres différentes, je les réécris à la suite. Je peux pas trouver un résultat à ce calcul. Donc, cela me donne le moins ici va passer devant. Donc, n, x exponentielle moins nx plus 1. Par habitude, je sais que quand j'ai une exponentielle qui est la même ici et ici, eh bien, je vais factoriser dans le but d'étudier le signe. Je me retrouve avec une exponentielle moins nx plus 1 et les facteurs. Eh bien ici, je l'ai une fois l'exponentielle
Et là, je l'ai moins nx fois. Donc 1 moins nx multiplié par exponentielle de moins nx plus 1. Voilà, donc j'ai calculé ma dérivée. Et en plus, j'ai réussi à la mettre sous une bonne forme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne forme? Une bonne forme, quand je dois étudier le signe, c'est une forme factorisée. Parce que quand j'ai mon expression sous forme d'un produit, je sais que pour étudier le signe, je peux étudier le signe du premier facteur et le signe du deuxième facteur séparément. Et ensuite, je les confronte l'un à l'autre. Donc, c'est très pratique pour faire notamment des tableaux de signes. Donc maintenant, je vais étudier le signe de cette dérivée. Je vais devoir trouver le signe de 1 moins nx. Comme c'est une soustraction, je dois le prendre d'un bloc. D'accord? Je ne peux pas dire signe de 1 c'est ça, signe de nx c'est ça, et du coup, non. Je prends d'un bloc. Et l'exponentielle, elle a beau être composée avec une fonction affine, je trouve que mon exponentielle ici est une fonction strictement positive. Donc, je fais mon petit tableau de signes. X, je suis sur 0 plus l'infini. Je vais avoir le signe de cette partie-là, 1 moins nx. Je vais ensuite avoir le signe de exponentielle, qui ne sera pas trop dur à trouver. Signe de exponentielle de moins nx plus 1. Ensuite, je vais mettre le signe du produit des deux, donc la ligne résultat en quelque sorte. Donc signe de fn' de x. Signe de fn' de x. Alors, je vais regarder si vous y voyez quelque chose. Ça va à peu près. Donc, je terminerai par les variations. Donc, variation de la fonction. Donc, son nom, c'est fn. D'accord? Le n fait partie de la fonction. C'est le n que j'ai choisi au départ. Alors, déjà, ce que je peux compléter, c'est le signe de l'exponentielle. Une exponentielle, c'est toujours strictement positif. Donc ça, je pourrais le marquer à côté, car l'exponentielle est strictement positive sur R. 1 moins nx. Quand je dois trouver le signe d'une soustraction ou d'une addition, je pense à faire une inéquation. Donc 1 moins nx, je m'interroge à savoir quand est-ce que ça va être positif. Je résous. C'est quand nx va être plus petit que 1. Et donc, je vais diviser par n. N étant positif, je garde le sens dans le même sens. Et donc, je me retrouve avec du 1 sur n. Donc, c'est quand x est plus petit que 1 sur n. Donc, ça veut dire que je place 1 sur n ici. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut 1 sur n. Hein. Ça dépend de n. Si n vaut 2, ça vaut 1,5. Si n vaut 4, ça vaut 1/4. Et ainsi de suite. Mais en tout cas, je sais que c'est un nombre positif, donc entre 0 et plus l'infini. Pour ce nombre, 1 moins nx vaut 0. Si vous n'êtes pas convaincu, vous remplacez dedans x par 1 sur n, et vous allez voir, ça va faire 1 moins 1. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous remplacez ici par 0. Donc vous aurez 1 moins nx égale 0, ça fera que 1 égale nx, et ça fera que 1 sur n égale x. Donc là, on a trouvé que c'était positif quand x était plus petit que 1 sur n, donc positif ici, ce qui sous-entend négatif ailleurs. Du coup, entre 0 et 1 sur n, 1 moins nx est positif, donc ça c'est positif. L'exponentielle est positive aussi, donc le produit des deux, produit de deux nombres positifs, c'est positif. En 1 sur n, 1 moins nx, celui-là vaut 0. Lui, il a beau être positif, ça fera 0. Et lorsque x est entre 1 sur n et plus l'infini, ce facteur-là est négatif, ce facteur-là est positif. Donc quand je multiplie un facteur négatif avec un facteur positif, je trouve un facteur négatif. Je peux donc en conclure que la dérivée de la fonction fn est positive sur 0, 1 sur n, ce qui correspond pour la fonction fn à une fonction croissante. Et sur 1 sur n plus l'infini, cela correspond à une fonction décroissante. Donc, j'ai trouvé que à cet endroit-là,
je vais avoir un maximum. Donc, pour calculer la valeur de ce maximum, au passage, ça n'était pas demandé, hein. Là, ici, je peux tout simplement conclure que l'affirmation est donc vraie, puisque l'affirmation, c'était les fonctions fn admettent un maximum, quelle que soit la valeur de n supérieure ou égale à 1. Bon, si je souhaite la calculer, je peux écrire fn de 1 sur n ici, et je vais me retrouver avec 1 sur n exponentielle de moins n fois 1 sur n plus 1. Ce qui me donne 1 sur n fois exponentielle de moins, alors n fois 1 sur n, il se trouve que ça fait 1, parce que ça fait n sur n qui vaut 1, moins 1 plus 1, ce qui me donne 1 sur n exponentielle de 0. Exponentielle de 0 vaut 1, donc ça vaut 1 sur n. Donc en réalité, ici, le maximum vaut toujours 1 sur n. J'ai donc trouvé que l'affirmation était vraie, puisque ici, je n'avais pas imposé de valeur à petit n dans le début de ma rédaction. Donc en fait, vu que je n'avais pas imposé de restriction à petit n, eh bien c'est vrai pour tout n appartenant à grand n étoile, j'aurai toujours un maximum qui sera égal à 1 sur n et qui sera atteint en 1 sur n. Voilà pour cette affirmation. Alors, dans l'affirmation 4, on vous propose une fonction f dont une expression est écrite ici. L'affirmation 4, c'est la courbe représentative de f admet une asymptote en plus l'infini. Alors, déjà, petite discussion là-dessus. À votre programme, vous n'avez que les asymptotes dites horizontales, c'est-à-dire parallèles à l'axe des abscisses, et les asymptotes verticales, c'est-à-dire parallèles à l'axe des ordonnées. Une asymptote, je vous rappelle, en plus l'infini, une asymptote horizontale, c'est une droite pour laquelle notre fonction va se rapprocher lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une droite qui est intéressante pour nous, une asymptote, parce qu'en fait, on peut considérer que quand x tend vers plus l'infini, notre courbe se comporte du coup comme la droite. On peut presque l'assimiler à cette droite. Donc ça nous aide à trouver des comportements de courbes qui pourraient avoir des formes tout à fait étranges, mais qui, du coup, on sait qu'elles ressemblent finalement à une droite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc voilà à quoi ça peut nous servir, ces notions d'asymptote. On préfère toujours avoir une droite qu'une fonction, qu'une courbe plus compliquée. Voilà. Donc, vous n'avez que les asymptotes horizontales, en plus l'infini ou en moins l'infini, et vous avez sinon les asymptotes verticales. Voilà, donc pareil, ce sont des droites. On dit verticales parce qu'en fait, elles sont parallèles à l'axe des ordonnées. Et donc, par exemple, une fonction comme ça, qui viendrait coller l'axe et qui ne serait pas définie en ce réel-là, aurait une asymptote verticale. Il existe d'autres types d'asymptotes, les asymptotes qu'on appelle obliques, donc c'est des droites qui ressemblent à nos courbes, mais qui sont obliques, c'est-à-dire pas horizontales, pas verticales, voilà. Mais celles-là ne sont pas à votre programme. Donc en fait, vous n'auriez pas vraiment, vu comment est posée la question, vous n'auriez pas vraiment les outils pour démontrer qu'il n'y a pas d'asymptote. Parce que en fait, voilà, c'est pas assez précis. Si on vous avait dit C admet une asymptote horizontale en plus l'infini, là, clairement, c'est votre programme. Donc, ça veut dire que si vous ne trouvez pas d'asymptote horizontale, vous pouvez dire que c'est faux. Mais là, posé comme ça, admet une asymptote en plus l'infini, en réalité, elle peut en admettre une, mais que vous ne connaissiez pas vous parce qu'elle serait oblique. Donc bon, ça nous renseigne un petit peu sur le fait que l'affirmation est certainement vraie. Bon, on va vérifier ça. Quoi qu'il en soit, pour démontrer qu'on a une asymptote en plus l'infini, donc horizontale, il faut, comme j'avais fait sur le petit graphique, le petit croquis, parce que c'est vraiment, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de choses comme ça. C'est un petit peu moche ce que je fais, mais bon. Le but est juste d'expliquer rapidement. Donc par exemple, une fonction comme ça, qui tendrait à ressembler ici à la droite, qu'est-ce qui va me permettre mathématiquement parlant de dire que cette droite ici est asymptote à la courbe bleue? Eh bien, c'est parce que la limite,
quand les x tendent vers plus l'infini des images par la fonction que j'ai représentée par la courbe bleue, eh bien, est égale, cette limite, à, ici, la valeur que vaut tout le temps ma fonction constante représentée en rouge. Donc, par exemple, si en rouge, ici, on a une hauteur de 5, eh bien, si j'arrive à prouver que la limite, quand x tend vers plus l'infini, des images f de x, puisque ici, vous voyez, à chaque fois que je prends un x, je peux calculer son image. X, son image. Eh bien, les images se rapprochent de 5. Si les images se rapprochent de 5, quand les x deviennent très grands, ça veut dire que en fait, ma courbe bleue se rapproche de cette tangente horizontale, du coup, qui vaut y égale 5. Donc, l'équation de cette droite, dans ce cas-là, c'est y égale 5, puisque ce qu'ont en commun tous les points ici repassés en rouge, c'est que leur y vaut 5. Voilà pour le principe. Donc, je vais calculer la limite de cette fonction. Au premier abord, quand je calcule une limite, j'ai envie d'essayer d'imaginer que x va vers plus l'infini et de calculer ici les limites de chaque petit bout et de faire des opérations. Là, par exemple, je me rends compte que j'ai une multiplication. Donc, j'aimerais bien trouver une limite pour exponentielle de moins x, trouver une limite pour le cosinus et dire que du coup, par produit, ça me donne le résultat. Sauf que, autant la limite de l'exponentielle de moins x, on ne va pas avoir trop de mal à la calculer, autant cosinus de x n'a pas de limite en plus l'infini. Et oui, souvenez-vous, le cosinus, c'est une fonction périodique. Si on dessine sa courbe, ça va nous dessiner une vague à l'infini qui ne s'atténue jamais. Donc, les images ne se rapprochent d'aucun nombre. Donc, le cosinus n'a pas de limite en plus l'infini. Ce qui nous bloque pour ce raisonnement de dire je calcule la limite de ça et je fais le produit. Du coup, on va utiliser le théorème qui nous permet la plupart du temps de régler le problème quand on a un cosinus, qui est le théorème des gendarmes. C'est-à-dire que le cosinus, certes, n'a pas de limite en plus l'infini, mais il est quand même un petit peu cintré, ce cosinus, c'est-à-dire qu'il ne prendra jamais des valeurs au-dessus de 1 et jamais des valeurs en dessous de 1. Donc en fait, je peux quand même dire que pour tout x appartenant à R, ça peut-être que je remodifierai après, le cosinus de x sera de toute façon compris entre moins 1 et 1, donc certes, il oscille, mais en tout cas, il a des valeurs entre moins 1 et 1, donc les valeurs ne font pas n'importe quoi non plus. Et donc, si je multiplie dans tous les membres de mon inégalité par exponentielle moins x, qui au passage, exponentielle moins x est un nombre positif, puisque vous avez l'exponentielle ici, donc je ne change pas les sens. Donc je me récupère avec exponentielle moins x dans tous les membres. Cela me donne quoi? Cela me donne, hop, plus petit que 1 fois exponentielle moins x. Donc, au final, j'ai moins exponentielle moins x, qui est plus petit que, ça c'est f de x. Donc j'ai réussi à encadrer ici mon f de x, et j'ai exponentielle moins x. J'ai donc ma fonction f, qui est ici comprise entre une fonction dont une expression est moins exponentielle de moins x, et une autre qui est exponentielle de moins x. Je vais me rendre compte que, en réalité, eh bien, les deux fonctions qui sont autour, elles, il n'y a plus le problème du cosinus. Là, le cosinus, je ne pouvais pas trouver sa limite, donc j'étais bloqué pour dire ça fois ça, etc. Mais désormais, f est encadré ici par deux fonctions qui n'ont plus le cosinus. Et du coup, pour ces fonctions, je vais pouvoir calculer leurs limites. Et, par chance, ces deux fonctions, leurs limites vont être les mêmes. C'est-à-dire que, ici, je vais avoir la fonction qui se situe ici, si je la trace sur ma calculatrice. D'ailleurs, je vais le faire.
Hop, une calculatrice apparaît, c'est magique. Donc, je vais tracer la fonction f, donc exponentielle, donc je le fais devant vous, moins x fois cosinus de x. Donc ça c'est f. Je vais tracer les deux fonctions qui encadrent f. Donc j'ai moins exponentielle de moins x. Et j'ai exponentielle de moins x. Je me retrouve avec quoi si je les trace? Alors j'espère que ma fenêtre est bien réglée, ça a l'air d'aller. Donc la bleue, c'est f, la courbe représentative de f. La rouge, c'est celle qui était en dessous. Et la noire, c'est celle qui est au-dessus. Donc en fait, on se rend compte que cette fonction bleue, alors je vais peut-être reculer un petit peu, mais cette fonction, la courbe de la fonction bleue, eh bien, elle est coincée entre la courbe en noir et la courbe en rouge. C'est parce que j'ai mon encadrement. Les images sont toujours entre les images par ces deux fonctions. Donc, comme la noire et la rouge, vous voyez, se rapprochent de l'axe des abscisses, la bleue qui est coincée entre les deux se rapproche aussi de l'axe des abscisses. Ça, c'est le théorème des gendarmes. La courbe rouge et la courbe noire sont deux gendarmes. La courbe bleue, et c'est la courbe de mon voleur. Si les deux gendarmes se resserrent autour de l'axe des abscisses, le voleur est obligé d'y finir aussi. Donc voilà l'idée. Du coup, je vais calculer ici mes limites pour mes deux fonctions ici, pour me rendre compte que en fait, elles tendent vers 0, comme j'ai pu le voir sur mon graphique. Alors, c'est parti. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de moins x, c'est égal à moins l'infini. Si x tend vers plus l'infini, moins x, lui, tend vers moins l'infini. Or, la limite d'une exponentielle avec un grand X, avec le grand X qui tendrait vers moins l'infini, c'est égal à 0. Puisque l'exponentielle, je vous rappelle, sa courbe représentative, elle vient coller l'axe. Donc, quand les X tendent vers moins l'infini, les images se rapprochent de 0. Donc, par composition, je me retrouve avec, si je mets le moins x ici, donc avec la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de moins x, c'est égal du coup à 0, par composition. Voilà. Et donc, alors là, vous voyez, j'ai déterminé que la rouge ici avait pour limite 0. Et donc, si je rajoute un moins, je vais obtenir l'autre. Donc, la limite de moins exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est également 0. Donc là, je suis en train de trouver la limite pour la fonction qui se situe ici. Donc, d'après le théorème des gendarmes, comme mes deux fonctions ici ont la même limite quand x tend vers plus l'infini, f va aussi avoir cette même limite. Donc, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, je peux conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est aussi 0. Et donc, lorsque je trouve que f de x tend vers une valeur finie en plus l'infini, je peux dire qu'il y a une asymptote d'équation y égale cette valeur. Donc, comme vous l'avez vu sur le graphique. Sur le graphique, ici, on pourrait retirer la courbe rouge et la courbe noire. En fait, j'ai ma courbe bleue qui va
se rapprocher de l'axe des abscisses, puisque les images se rapprochent de 0. Donc j'ai donc C, la courbe représentative de f, admet, alors je ne sais pas si vous voyez quand j'écris là, non, donc C admet une asymptote horizontale, ou plutôt parallèle à l'axe des abscisses, hein, sur horizontale, il y en a qui n'aiment pas trop dire ça, en plus l'infini. Donc soit vous dites que cette asymptote horizontale, c'est l'axe des abscisses, soit vous donnez son équation, donc en plus l'infini, d'équation. C'est à vous de voir, hein, c'est la même chose. Soit vous dites c'est l'axe des abscisses, soit vous dites d'équation y égale 0. Ce sera toujours y égale la limite de la fonction que vous aurez trouvée. Voilà pour cette question, c'est donc une affirmation qui est vraie. L'affirmation 5 concerne les algorithmes. En général, rien que quand on dit le nom d'algorithme, ça vous fait un petit peu peur, alors que vous allez voir, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Alors on vous dit, voilà, il y a un nombre A hein, qu'on ne connaît pas, mais qui existe, que l'algorithme lui connaît. On dit à i, on associe 0, et donc on voit ici la condition tant que. Alors quand on a un algorithme, déjà, il faut savoir que l'algorithme, en général, il ne tourne pas indéfiniment. S'il est bien fait, il est censé s'arrêter à un moment. Alors, pour repérer la raison pour laquelle il s'arrête, il faut aller voir toujours dans la condition. Tant que, ou si, ou des choses comme ça. Donc ici, on a tant que 2 puissance i est plus petit que le nombre a. Donc, tant que 2 puissance i est plus petit que le nombre a, je vais faire une opération. Et je vais continuer ainsi, tant que 2 puissance i est plus petit que a. Mais ça va s'arrêter, du coup, quand 2 puissance i ne sera plus petit que a. Ça va s'arrêter, puisqu'on me dit de faire ces opérations tant que 2 puissance i est plus petit que a, ça sous-entend que, à partir du moment où 2 puissance i ne sera plus petit que a, c'est-à-dire sera plus grand que a, eh bien, ça s'arrêtera. Voilà, donc mon algorithme, il s'est arrêté au moment où 2 puissance i devenait strictement plus grand que A. Voilà. Donc il s'est arrêté à ce moment-là. Et visiblement, quand il s'est arrêté, qu'est-ce qu'il y avait à la place de I? On nous dit à la fin, dans I, il y avait 15. Donc en fait, ça sous-entend que ici, j'ai A qui est plus petit que 2 puissance 15, ou plutôt que quand j'ai calculé 2 puissance 15, j'ai trouvé un nombre qui était plus grand que A. En fait, si on observe bien l'algorithme, le i, qu'est-ce qui se passe pour lui? Au début, il vaut 0. Donc, on a fait le calcul, 2 puissance 0. Et visiblement, 2 puissance 0 était plus petit que a, puisque i a été modifié. Vous voyez, i est modifié que dans cette ligne-là. Donc, si jamais 2 puissance 0 n'avait pas été plus petit que a, l'algorithme se serait arrêté directement. Et donc, à la fin, i n'aurait pas contenu 15, mais la valeur qu'il avait dès le début, c'est-à-dire 0. Donc, visiblement, quand i valait 0, au départ, 2 puissance 0 était bien plus petit que a. Donc, à i, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a associé son ancienne valeur, 0, plus 1. Donc, i est devenu 1. On a recommencé la boucle. Est-ce que 2 puissance 1 est plus petit que a? Visiblement, oui, encore, puisque i a évolué, puisqu'on me dit qu'à la fin, il vaut 15. Donc, c'est que, en fait, 2 puissance 1 était encore plus petit que a. Donc, on a rajouté un i, on a rajouté un i, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que 2 puissance i ne soit plus petit que a. Et dans ce cas-là, on s'est arrêté. Donc, i n'a plus été modifié. Donc, si je lis que i à la fin vaut 15, ça veut dire que 2 puissance 15 est plus grand que a. Du coup, moi, je veux savoir ln de a, comment il se situe par rapport au logarithme de 2. Donc, je vais appliquer le logarithme népérien. Je peux donc dire que ln de 2 puissance 15 est plus grand que ln de a. Alors, pourquoi est-ce que quand j'applique un ln, je ne change pas le sens? C'est car le logarithme népérien est strictement croissant sur 0 plus l'infini. C'est ça qui fait que quand j'ai deux nombres rangés dans un certain ordre, leurs images restent dans le même ordre.
Et donc, je peux utiliser la propriété qui dit que ln d'un nombre a une puissance. Eh bien, je peux passer la puissance devant si jamais mon nombre ici était bien positif, strictement positif. Et donc, j'obtiens que 15 ln de 2 est strictement plus grand que ln de a. Donc moi, on me disait le contraire. On me dit, ln de a, c'est plus grand que 15 ln de 2. Bah non, c'est strictement plus petit. Donc, l'affirmation est fausse. ln de a n'est pas plus grand que 15 ln de 2, il est plus petit, strictement. Donc la morale de tout ça, c'est dans un algorithme, pour savoir quand est-ce qu'il s'est arrêté, je regarde le temps que, puisque tant que la condition à l'intérieur ici est vérifiée, l'algorithme ne s'arrête pas. Il va s'arrêter au moment où elle ne sera plus vérifiée. Donc si 2 puissance i n'est plus petit que a, c'est que 2 puissance i est plus grand que a. Et donc l'algorithme s'est arrêté quand le i valait 15. Donc ça veut dire que c'est 2 puissance 15 qui était plus grand que a. Donc 2 puissance 15 plus grand que a. Et j'encadre ln de a parce qu'on me l'avait demandé. Voilà. Ça vient conclure du coup cet exercice de bac. Qui, vous voyez, on a l'impression que quand c'est vrai ou faux, ça va être assez rapide. En réalité, les réponses de temps en temps prennent beaucoup de temps. Si on a compris ça, c'est plus trop compliqué. C'est-à-dire que a, du coup, qu'est-ce que je peux dire sur ln de a? Eh bien, si je sais ça, je vais appliquer le logarithme népérien des deux côtés de mon inégalité. Donc, j'obtiens ln de 2 puissance 15 qui est plus grand que ln de a. Ça, je n'ai pas changé le sens parce que lorsque j'applique la fonction logarithme népérien, c'est une fonction croissante. Et du coup, comme même strictement croissante,